Sur une île du bout du monde, en Indonésie, des paléontologues venus sonder les profondeurs des siècles ont fait une découverte qu'ils ne pouvaient expliquer. Un squelette si petit qu'ils n'en avaient jamais vu de pareil. Des archéologues australiens et indonésiens ont exhumé des restes appartenant peut-être à une nouvelle espèce d'hominidés. Ces ossements remettent en cause l'ensemble de nos connaissances sur les origines de l'homme. C'est stupéfiant. Ça signifie que tout un pan de l'histoire de l'évolution nous échappe. Ça remet en question bien des présupposés. C'est une découverte majeure. Mesurant à peine 1 mètre, l'individu a vite été surnommé le Hobbit. Mais lorsqu'il a été présenté comme un nouveau membre de la famille humaine, la polémique a été immédiate. Une pareille annonce ne peut que susciter le scepticisme. Je n'y crois pas. Il n'y a qu'un seul crâne. Ça ne prouve rien du tout. La science vient-elle de faire l'une de ses plus grandes découvertes ou l'une de ses pires bévues? Ça doit être une erreur. Ils se sont trompés. Des réputations et des carrières sont en jeu. Une partie des scientifiques se trompe complètement. La situation est assez inédite. Alors que des éléments se font jour qui pourraient résoudre une partie du mystère, on frise l'hérésie scientifique. Tous les manuels scolaires sont à revoir. Voici l'histoire du petit être qui pourrait réécrire celle de l'humanité. Bien qu'on puisse parler de chance, la découverte de ce qui est peut-être une nouvelle espèce d'hominidé ne doit rien au hasard. L'aventure commence sur la côte nord de l'Australie, dans la région de Kimberley. Là, Mike Morwood étudie depuis des années ce qui pourrait bien être la plus ancienne culture de la planète. Ces peintures rupestres n'ont pas d'équivalent sur la planète. Des images saisissantes qui semblent avoir surgi de nulle part il y a une trentaine de milliers d'années. On ne distingue pas très bien ce qu'il y a là. On voit bien les lances, mais il y a manifestement plein de choses en dessous. Qui étaient ces gens? Ces danseurs? Ces pêcheurs? Cette mystérieuse civilisation a peint des cerfs, un animal dont on n'a jamais retrouvé le moindre fossile en Australie, mais répandu en Asie. Pour Mike Morwood, c'est précisément de là que sont venus ces artistes rupestres. L'Asie est très présente dans la préhistoire de Kimberley. Donc, pour répondre aux questions fondamentales sur l'Australie, à quand remonte le peuplement, d'où venaient les habitants, qui étaient-ils, il faut aller voir ailleurs, par exemple sur les îles voisines. Le paléontologue espère y trouver des traces des ancêtres des peintres rupestres. Mais ce n'est pas si simple. Entre l'Asie et l'Australie se dressent quelques 17 000 îles volcaniques. Et n'importe laquelle pourrait abriter la preuve qu'ils recherchent. Le premier indice viendra d'une équipe de chercheurs indonésiens et néerlandais. Au milieu des années 1990, ils étudient des fossiles sur l'île de Flores. Parmi des os de très vieux éléphants, voici ce qu'ils découvrent. Des signes qui ne trompent pas. Ces outils de pierre en rappellent d'autres, trouvés sur d'autres sites, mais ils vont mener à l'incroyable découverte du Hobbit. On les a estimés à 700 000 ans.
C'est ce qui m'a poussé à m'intéresser à Flores. Flores est une île hors du temps, qui s'est séparée du continent asiatique il y a des millions d'années. Elle se trouve à l'est de la ligne Wallace, une barrière biologique réputée infranchissable entre l'Asie et l'Australie. Des courants redoutables empêchent la plupart des animaux de passer d'un côté à l'autre. À l'ouest s'étend le royaume des tigres, à l'est, celui des kangourous. L'homme moderne n'a investi ces îles que depuis une cinquantaine de milliers d'années. Or, les mystérieux outils de pierre sont bien plus anciens, presque 1 million d'années. Conclusion, un ancêtre encore inconnu a dû franchir la ligne Wallace. L'idée qu'un hominidé ait pu atteindre ces îles était presque une hérésie archéologique. Face à ces outils de pierre, la communauté scientifique reste sceptique. Morwood et ses collègues doivent trouver de nouveaux éléments à l'appui de leur théorie. Leur quête les mène à Liangbua, une grotte bien connue des autochtones, qui y viennent depuis longtemps s'abriter de la chaleur et des tempêtes tropicales. J'ai tout de suite su que j'étais devant le plus beau chantier de fouilles de ma carrière. Plusieurs mètres séparent le socle rocheux de la surface de la grotte. Plus les scientifiques s'enfoncent dans la terre meuble, plus ils remontent le temps. Personne en Asie n'a jamais fouillé si profondément. À quoi bon puisqu'il n'y a soi-disant rien à trouver ? Les paléontologues espèrent dénicher des traces de ceux qui ont fabriqué ces outils primitifs, mais les chances de succès sont infimes. D'une série de puits verticaux, ils extraient des tonnes de terre et de roches qu'ils tamisent à la recherche de la moindre trace fossile. Dans le sédiment instable, le chantier peut se révéler dangereux. C'était comme un puits de mine. À Liangbua, il fallait absolument connaître les techniques minières. Quand on descend à 16 ou 17 mètres, il faut s'assurer que rien ne va nous tomber sur la tête, ou c'est la mort assurée. En 2 ans de fouilles, ils mettent au jour des ossements d'animaux et d'autres outils de pierre. Mais ce n'est qu'à 6 mètres de profondeur que leurs efforts sont enfin récompensés par du concret. Un tout petit os provenant d'un bras d'origine inconnue. Notre ostéologue était perplexe. Et Rockus maintenait que c'étaient les restes d'un homme préhistorique. Mais en présence d'un seul os et sans consensus sur ce qu'il représentait, on ne pouvait rien faire. Les recherches reprennent. Sans cesse élargi, le champ de fouilles devient l'un des plus grands d'Asie. On s'est entouré de tout un réseau de compétences. Outre l'archéologie, on avait besoin de spécialistes dans différentes disciplines, comme la géologie, la géomorphologie, la paléontologie et même la pollinographie. Malgré leur détermination, une nouvelle saison de fouilles ne leur offre pour tout butin qu'une dent énigmatique. Maigre récompense. Faute de temps et d'argent, la poursuite des recherches est menacée. Comme je devais aller régler des questions financières à Jakarta, je suis parti quelques jours avant la fin de la saison. Les paléontologues indonésiens Thomas Sutikna et Rockus Duweawe continuent le travail. Je les appelais tous les soirs. Et 2 jours après mon départ, Thomas m'a annoncé, surexcité, on a le squelette d'un enfant préhistorique.
On était ravis. Rockus était sûr à 200% que c'était un hominidé. Le crâne n'avait pas vraiment de front, des arcades sourcilières proéminentes, pas de menton non plus. Ils ont découvert un squelette presque complet. Et quoique petit, ce n'est pas celui d'un enfant. Les dents de sagesse sont sorties, et même usées. Ce sont les os d'une femme adulte plusieurs fois millénaire. Une adulte d'à peine 1 mètre, soit la taille d'un enfant de 5 ans, c'était sidérant. Il fallait que je réfléchisse à ce que cela impliquait. La petite créature est si singulière qu'on lui attribue un nom d'espèce, Homo floresiensis. Mais c'est son surnom qui lui restera, le Hobbit. Elle mesure 1 mètre de haut, a les jambes courtes et de grands pieds, une mâchoire sans menton avec de drôles de dents, et elle n'est pas seule. On découvre bientôt les fragments de 7 autres hobbits, dont un maxillaire inférieur complet. Le squelette principal est maintenant appelé LB1, pour Liang Bua 1. Autour des ossements, on trouve du charbon de bois et des restes d'animaux dépecés. Les hobbits étaient donc des chasseurs capables de maîtriser le feu. Mais l'équipe n'est pas au bout de ses surprises. Peter Brown étudie les fossiles d'hominidés asiatiques depuis des décennies. Quand Mike Morwood lui demande de l'aider à décrypter sa découverte, il se rend à Jakarta pour son premier face-à-face avec un hobbit. Peter est devenu livide. Il n'a rien dit, mais j'ai compris qu'il était très ému, si je puis dire, par ce qu'il voyait. Il n'y avait pas de comparaison. La différence était très nette. Ça ne pouvait en aucun cas être un homme moderne. C'était évident. La caractéristique la plus incroyable est aussi la plus flagrante. La boîte crânienne d'Homo floresiensis est minuscule, plus petite que celle d'un nouveau-né, ou même d'un chimpanzé. On m'a raconté que quand j'ai mesuré le volume cérébral d'Homo floresiensis, je me suis mis à transpirer. Je suis devenu tout rouge. J'étais sidéré, incapable de dire quoi que ce soit. Alors j'ai recommencé la mesure 1 fois, 2 fois, je n'en revenais toujours pas. Le cerveau ne dépasse pas les 400 cm3, soit 3 fois moins que celui d'un homme d'aujourd'hui. Le Hobbit semble remonter aux tout premiers hominidés bipèdes. Les derniers bipèdes dotés de ce type de cerveau vivaient en Afrique il y a 2,5 à 3 millions d'années. Ils ont donc disparu depuis bien longtemps. Les restes d'un lointain ancêtre africain échoué sur une île asiatique? On est en pleine science-fiction. Si Mike m'avait dit qu'on avait retrouvé les vestiges d'un vaisseau extraterrestre au centre de Flores, ça m'aurait paru plus plausible. On n'avait jamais rien découvert de comparable. Pour avancer, les paléontologues doivent avant tout dater les ossements. Burt Roberts est spécialisé dans les techniques de datation des fossiles. On peut rechercher à quelle époque des sédiments ont été exposés à la lumière du jour pour la dernière fois, et ainsi estimer la date à laquelle un individu a été enterré. C'est ce que j'ai fait pour les sédiments entourant LB1. Le résultat a donné moins de 30 000 ans. C'était très surprenant. Non seulement LB1 était beaucoup plus récente qu'on ne pensait, mais elle avait vécu à une période où l'homme moderne, notre espèce, sillonnait les plaines d'Asie du Sud-Est. Son espèce et la nôtre auraient très bien pu se croiser à Flores à cette époque-là. Peut-être avons-nous partagé la planète avec des humains fort différents de nous?
Après avoir passé sa vie à essayer de situer des fossiles inconnus dans la grande chronologie de l'évolution, Ralph Holloway a tout de suite saisi l'ampleur du mystère de l'homme de Flores. La taille du cerveau humain a presque triplé au cours de l'évolution. La place d'Homo floresiensis dans la chronologie est ici, juste avant Homo sapiens, l'homme moderne. Quand on s'aperçoit qu'il a un cerveau de la taille de celui d'un chimpanzé, il y a quelque chose de paradoxal. Ça ne colle pas. En bonne logique, il va falloir revoir toutes nos conceptions de l'évolution de l'homme. Ne voulant rien laisser au hasard, Morwood et son équipe demandent une seconde datation par une autre méthode. Expert en datation au carbone 14, Chris Turney est capable de déterminer l'âge d'un fossile quasiment à l'année près. Les premières analyses donnaient l'équivalent de 18 000 ans. J'étais enchanté sur un petit nuage. Je brûlais de l'annoncer à tout le monde, mais il n'y avait personne de l'équipe. Je voulais fêter ça par un verre, mais tous les pubs étaient fermés. Alors j'ai dû attendre le lendemain et là je me suis pointé avec un petit sourire en coin. C'était ahurissant. Non seulement cette créature a survécu à Néandertal en Europe, mais elle rôdait aux abords de l'Australie il y a encore 13 000, voire 10 000 ans. Toutes les analyses le confirment. Le mystérieux Hobbit a vécu à nos côtés pratiquement jusqu'à hier. Cet être si petit, si primitif, a vécu dans le monde moderne jusqu'à un battement de paupières de notre ère. Homo sapiens était déjà présent que cette créature hantait encore les hauteurs de Flores. Le Hobbit serait-il la mauvaise créature, au mauvais endroit, au mauvais moment? À peine l'équipe commence-t-elle à chercher une explication que les précieux ossements disparaissent. Depuis une génération, le professeur Tuku Jacob règne sans partage sur l'anthropologie indonésienne. Il a la réputation de s'approprier les découvertes des autres. Mais lorsqu'un homme de sa stature réclame le Hobbit, nul ne peut s'y opposer. Après avoir étudié les ossements dans son laboratoire personnel, Jacob n'y voit que les restes sans intérêt d'un homme moderne. Tout indique qu'il s'agit d'un Homo sapiens. Je suis catégorique. Et le professeur Jacob n'est pas le seul. Invité en Indonésie pour une émission télévisée, d'autres experts récusent également la découverte. C'est l'évidence même. Cette créature est un Homo sapiens, même s'il souffre de nombreux problèmes. Pour les sceptiques, Morwood et son équipe ont commis une erreur monumentale. Ils sont incapables de reconnaître l'idiot du village quand ils l'ont sous les yeux. Finalement, le professeur Jacob est obligé de restituer les ossements au Centre indonésien d'archéologie. Mais il use de toute son influence pour faire suspendre les fouilles de Liang Bua. L'arrêt des fouilles donne lieu à une violente controverse scientifique. Le Hobbit devient le sujet le plus débattu du moment. Pour les sceptiques, la solution de l'énigme est toute trouvée. Homo floresiensis n'est qu'un homme moderne atteint d'une certaine pathologie. Bref, un pygmée malade.
Le cerveau du Hobbit est si petit, il y a quelque chose de bizarre. Ça s'explique probablement par une pathologie. En comparant ce cas à d'autres spécimens, on arrive à la conclusion logique que le cerveau a été altéré par une maladie. Les sceptiques tiennent leur coupable. La microcéphalie, une maladie rare qui empêche le cerveau de se développer normalement. Certains cas extrêmes sont entrés dans l'histoire, dont le plus célèbre est Bébé, bouffon à la cour de Lorraine au XVIIIe siècle. Tu vois, là, par exemple, et puis la zone de la face inférieure. À l'âge adulte, il était plus petit encore que l'homme de Florès, avec un cerveau de taille réduite, mais des proportions harmonieuses. J'ai étudié les paramètres de taille, qui montrent bien que Bébé est petit. En revanche, quand on étudie les paramètres de forme chez Bébé, on se rend compte que tous ces paramètres de forme entrent dans la variabilité des hommes modernes. Ils permettent, ces paramètres de forme, d'identifier l'espèce à laquelle appartient Bébé. Et donc, Bébé est un Homo sapiens, un homme anatomiquement moderne. Simplement, il est plus petit, il est en réduction. Était-ce aussi le cas du Hobbit ? Les radiologues de l'Institut Mallinckrodt et l'anthropologue Dean Falk se sont donnés pour tâche de comparer le cerveau du Hobbit avec ceux de microcéphales. Ce crâne est une copie de celui du Hobbit. Le cerveau est logé ici, à l'intérieur de la boîte crânienne. Nous avons donc réalisé un moulage de cette partie. Et voici le résultat, un moulage endocrânien du cerveau du Hobbit. D'après la forme générale, je peux dire d'emblée qu'il n'a rien à voir avec celui d'un individu atteint de microcéphalie. Les lobes frontaux sont le siège de nos émotions et de notre personnalité. Chez les microcéphales, ils sont généralement étroits et pointus, ce qui n'est pas le cas de ceux de LB1. La forme du cerveau de LB1 est tout le contraire de ce qu'on peut observer chez les microcéphales. Nous sommes convaincus, et toutes les données et mesures le prouvent, qu'il ne s'agit pas d'un homme moderne atteint de microcéphalie. Ce cerveau d'un type nouveau pourrait expliquer ce que les sceptiques considèrent comme une anomalie. Aucun hominidé à si petit cerveau n'a jamais été associé à des outils de pierre, comme ceux de Liang Bua. Il existe un autre élément crucial pour déterminer l'origine du Hobbit, ses dents. Car si on admet qu'une maladie puisse altérer le reste du squelette, les dents ne sont généralement pas affectées. Shara Bellet est spécialisée dans les dentitions fossiles. Quand je suis allée en Indonésie, je pensais que ce serait du gâteau, qu'il me suffirait de jeter un coup d'œil pour trancher, sans l'ombre d'un doute. Mais les choses se sont compliquées. C'est un mystère. Shara a la chance de pouvoir étudier deux séries de dents, celle de LB1 et la mâchoire inférieure complète d'un autre individu, LB6. En voyant la drôle de prémolaire de LB1, j'ai pensé que ce n'était rien de plus qu'une pathologie, parce que les molaires sont modernes. Mais quand j'ai découvert exactement la même prémolaire dans la seconde mâchoire, j'ai été perplexe. Difficile en effet d'imaginer que les paléontologues soient tombés par hasard sur deux individus de petite taille souffrant de la même maladie rare. Ça n'a aucun sens.
Shara appelle à son secours Tim Bromage, spécialiste en biologie du développement. La structure des os et des dents nous en dit long sur le développement d'un organisme au cours de sa vie. Elle peut résoudre toute dispute autour de la normalité ou le caractère pathologique des tissus. Pour les sceptiques, ces dents sont parfaitement normales. Il n'y a pas une seule dent qui échappe à la variabilité de l'homme moderne. C'est absurde. La moindre dent de cette mâchoire est modifiée de manière à s'adapter à ce maxillaire précis. Pour Tim Bromage, ces dents sont tout sauf normales. Chacune s'est adaptée en longueur pour trouver sa place dans la mâchoire exiguë. Pareille modification ne peut pas provenir d'une maladie. C'est l'œuvre de l'évolution. À ma connaissance, aucune maladie n'altère aussi profondément chaque partie du squelette et toutes les dents. Aucune. Aucune mâchoire humaine ne présente ces caractéristiques. Nos détracteurs n'en ont pas trouvé une seule. Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Mais ces mâchoires sont complètement différentes. Peut-être d'autres éléments du squelette indiquent-ils une pathologie. Mais dans ce cas, ils ont échappé à la sagacité du paléoanatomiste William Youngers. Je serai très catégorique. Je viens de passer 2 ans à examiner le squelette sous toutes ses coutures. Et pour moi, les arguments en faveur d'une pathologie ont tous été réfutés. Les preuves en faveur d'une nouvelle espèce sont assez probantes. Mais on ne peut avancer une telle affirmation sans preuve. La pièce centrale du puzzle reste encore à trouver. L'élément incontestable qui dissipera tout équivoque. Matt Tocheri a pour les mains une passion dévorante. Il est pianiste à ses heures, mais sa profession consiste à étudier les os de nos mains et pieds. Plus de la moitié de nos os sont situés dans les mains et les pieds. Ils en disent donc long sur l'histoire de notre évolution. Il voue un intérêt tout particulier au poignet. Véritable capsule temporelle, les os du carpe révèlent l'évolution des primates au cours des millénaires. Pour ma thèse, j'ai passé 5 ans à n'étudier que les os du carpe. Chez l'homme, le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan, le babouin, plus tous les fossiles d'hominidés dont on dispose. Vous imaginez que pour moi, qui ai étudié des os de poignet de centaines d'espèces différentes, au bout d'un moment, on finit par tout connaître. Le paléoanthropologue a ainsi découvert que le poignet de l'homme est différent de celui des singes et de nos ancêtres. La principale différence tient à un os en particulier, le trapézoïde. Il se trouve juste sous l'index et est logé entre plusieurs autres os carpiens. Chez les singes d'Afrique et les autres primates non humains, ce trapézoïde ressemble à une pyramide dont la pointe est dirigée vers la paume. Chez les singes, le trapézoïde permet de répartir la force de la main de haut en bas. C'est parfait pour s'accrocher aux branches ou casser des noix, mais beaucoup moins pratique pour opposer le pouce et les autres doigts avec précision. Chez l'homme, le poignet s'est transformé pour faciliter le mouvement transversal, comme ceci. C'est ce qui nous permet de saisir et de tenir des objets avec précision. Notre main est adaptée à des tâches complexes.
Ça présente une immense différence avec les primates non humains. Il était donc crucial d'observer le carpe d'Homo floresiensis pour savoir s'il s'apparentait plutôt à l'homme de Néandertal ou à des hominidés plus anciens et aux singes d'Afrique. Ce poignet est-il préhistorique ou moderne? Voici enfin l'examen qui permettra d'établir l'origine du hobbit. J'ai été le premier surpris en découvrant qu'il ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui des premiers hominidés et des singes d'Afrique. Aucun homme moderne, pygmée ou microcéphale, ne possède le poignet caractéristique du singe ou de l'ancêtre de l'homme. J'ai mesuré des squelettes de pygmées venus d'Afrique, des îles Andaman, de toute l'Asie du Sud-Est. Pas un être humain sur Terre ne présente le poignet de l'australopithèque ou du chimpanzé. Voilà la preuve qui manquait. D'après ce que nous en savons, Homo floresiensis, le hobbit, est bien réel. Il y a des gens qui croient encore que la Terre est plate. Alors si certains veulent croire qu'Homo floresiensis est un homme moderne malade, de type australo-mélanésien, atteint de nanisme, comparable aux personnes de petite taille d'aujourd'hui, libre à eux. Mais on a la preuve du contraire. Plus personne ne peut nier l'évidence. L'homme de Flores pose une véritable énigme. Même les plus sceptiques jugent utile de se rendre à Liangbua pour se rendre compte par eux-mêmes. Certains des plus grands scientifiques du monde sont invités à visiter la grotte désormais célèbre. Homo floresiensis a été trouvé là-bas, c'est ça? Oui, dans le secteur 7. Mais pas en surface. Très profond? Oui, à environ 6 mètres. Le Hobbit représente un défi pour les paléontologues, car il révèle une vérité qui dérange sur la science des origines de l'homme. À savoir, nos connaissances souffrent d'énormes lacunes. Nos théories sur l'évolution humaine se fondent sur un nombre d'éléments finalement assez limité. Environ 200 crânes, une demi-douzaine de squelettes et quantité de fragments peu exploitables. Voilà toute notre richesse pour expliquer 7 millions d'années d'évolution. Après des décennies d'un travail de fourmi dans des lieux souvent peu hospitaliers, on ne sait toujours pas grand-chose de l'évolution de l'humanité. En tant que rédacteur en chef de la revue scientifique Nature, Henry Gee rend compte des principales recherches en anthropologie. Les ossements dont on dispose sont si peu nombreux qu'il est fort probable que d'autres espèces soient apparues, aient existé pendant des centaines de milliers d'années et se soient éteintes sans qu'on n'en sache rien aujourd'hui. Un seul élément nouveau suffit à faire voler en éclats la théorie établie d'une progression linéaire de l'évolution. Jusqu'à présent, cette théorie bien arrêtée s'appuyait sur deux présupposés inébranlables. Premièrement, les savanes africaines sont le berceau de l'humanité. Et deuxièmement, c'est le développement de son cerveau qui a distingué l'homme de l'ensemble des animaux.
Tout est dans la taille du cerveau. Il n'a cessé de grandir pendant au moins 2 millions d'années. Or, le Hobbit bouscule ces deux présupposés, menaçant du même coup de déboulonner quelques grands noms de la paléontologie. Il soulève des questions qui pourraient détruire, pour certains, un travail colossal. Certains de nos détracteurs ont du mal à avaler la pilule. Ça ne cadre pas avec leur certitude selon laquelle l'évolution de l'homme va toujours de l'avant et vers le haut. Pour eux, avec son mètre de hauteur, ses longs bras, ses petites jambes et son cerveau minuscule, Homo floresiensis n'avait rien à faire ici il y a 12 000 ans. L'apparition d'une créature si déroutante aux traits si singuliers est un choc insurmontable pour certains. Des scientifiques du monde entier travaillent à présent main dans la main afin de comprendre l'existence de l'étrange Hobbit. Ils vont d'abord chercher à élucider le mystère de son cerveau minuscule. L'un des plus grands défis de cette découverte, c'est bien d'expliquer la taille du cerveau. Mais la question a un corollaire. Avec ces caractéristiques, de qui l'homme de Flores peut-il bien descendre? Car le Hobbit n'est pas tombé du ciel. Il est le résultat de l'évolution d'un être plus ancien. Et pour percer son mystère, il nous faut savoir lequel, ce qui implique d'étudier tous les fossiles connus, à la recherche de ses éventuels prédécesseurs. Le candidat numéro 1 est Homo erectus, le premier humain qui se serait propagé hors d'Afrique. Chasseur, il connaissait le feu et fabriquait des outils. Mais il était grand et doté d'un gros cerveau. Homo erectus peut-il être l'ancêtre du Hobbit? Une chose au moins est sûre, il était au bon endroit, au bon moment. Le premier erectus a été découvert à 2 pas de Flores. C'est l'homme de Java, âgé de plus d'1,5 million d'années. John DeVos et Robin Dennell sont spécialistes des fossiles indonésiens. Erectus est important parce qu'on pense qu'il est le tout premier humain à avoir vécu hors d'Afrique. Il est couramment admis qu'il y a environ 1 800 000 ans, il a quitté sa terre natale africaine pour se répandre dans toute l'Asie et finir par atteindre Java il y a 1,5 million ou 1 600 000 ans. Mais l'évolution aurait-elle permis à un grand erectus à gros cerveau de finir par accoucher d'un petit floresiensis à petit cerveau? John DeVos pense que oui, parce qu'elle l'a déjà fait. Je n'ai pas été surpris par la taille d'Homo floresiensis parce que c'est une caractéristique insulaire, pas seulement de Flores, mais aussi des îles méditerranéennes. Les îles isolées sont les laboratoires de la nature. Les rares animaux qui y abordent connaissent un sort étrange. J'ai ici un stégodon pygmée qui vient de l'île de Timor. Mais il est minuscule. Beau spécimen de nanisme insulaire, non? Flores est un parfait exemple d'évolution insulaire. Ici, le rat acquiert la taille d'un chien. Le lézard devient varan de Komodo et des ossements retrouvés indiquent que l'éléphant s'est mué en stégodon pygmée, pas plus gros qu'une vache. Le muséum néerlandais regorge d'excentricités comme celle-là. Et pour De Vos, c'est l'insularité qui a transformé Homo erectus en Homo floresiensis. Toutes les caractéristiques du Hobbit peuvent s'expliquer par l'effet insulaire. Pour toi, c'est donc une forme endémique à Flores? Oui. Robin Dennell n'est pas convaincu. Que l'on sache, l'effet insulaire n'a jamais rétréci un cerveau humain. Pour moi, on a une toute petite pièce du puzzle et on ignore à quoi ressemble le tableau. Mais si, on a des faits et on a une explication simple.
Malheureusement, rien n'est simple quand il s'agit du Hobbit. Après avoir étudié les os, William Youngers n'y voit pas trace d'un homme de Java qui aurait rapetissé. Je suis de moins en moins convaincu qu'il s'agit d'un Homo erectus nain. Je commence à croire que son ascendance précède même Homo erectus. Devant cette impasse, les scientifiques envisagent une possibilité plus étrange encore. Le scénario le plus intéressant serait celui d'un hobbit naturellement petit, dont les ancêtres remonteraient peut-être aux origines mêmes de l'évolution de notre genre. Deuxième ancêtre envisagé, l'Australopithèque. Un bipède à la taille et au cerveau comparable à ceux du Hobbit, mais si primitif pour le reste qu'il n'est même pas considéré comme humain. Il y a eu donc des articles qui ont pensé, qui ont traité, qui ont supposé que Homo floresiensis pouvait avoir des rapports avec les Australopithèques, des rapports étroits. Je crois personnellement que le fait que Lucie et Homo floresiensis aient la même taille signifie qu'ils ont peut-être quelques points communs, mais pour moi ce ne sont que des convergences. Et ça ne correspond pas à une filiation, en tout cas directe. William Youngers apporte à Jakarta un moulage de certains os de Lucie pour les comparer au squelette du Hobbit. Le résultat est saisissant. Le sacrum de Lucie, vieux de 3 millions d'années, s'articule parfaitement avec l'ossiliaque 18 fois millénaire d'Homo floresiensis. Je n'en revenais pas. Des millions d'années les séparent, pourtant les os s'emboîtent parfaitement. Je suis stupéfait de la ressemblance entre Lucie, Australopithecus afarensis, et LB1, Homo floresiensis. L'humérus est presque aussi long, le fémur aussi. Et on sait maintenant que le bassin est morphologiquement très proche en taille et en forme. Cette idée donne le vertige. L'homme de Flores serait-il l'unique survivant d'une lignée éteinte datant de l'aube de toute l'humanité ? Ça, ce serait une hérésie totale. Personne n'a encore jamais émis l'idée qu'un Australopithèque ait quitté l'Afrique. Ce sont peut-être les premiers fossiles d'Australopithèques qui auraient quitté l'Afrique. Pas récemment, non. Il y a 2 voire 3 millions d'années. Et ils auraient échoué sur cette petite île sans laisser aucune trace dans toute l'Asie du Sud, sauf dans cette grotte que nous avons fouillée. Ça pourrait indiquer une lignée d'hominidés asiatiques qui n'est à ce jour réapparue qu'à Flores, à la toute fin de sa trajectoire. Vu nos maigres connaissances actuelles concernant l'Asie, on ne peut pas exclure ces scénarios. Robin Dennell pense qu'aveuglés par la théorie africaine, nous avons négligé une autre possibilité. Celle des vastes plaines qui couvraient jadis la planète, de l'Afrique à la Chine. Si de nombreux animaux empruntaient ce couloir, pourquoi pas les premiers humains ? Il ne faut pas oublier que les prairies asiatiques sont beaucoup plus vastes et plus anciennes que celles d'Afrique. On pourrait donc avancer la théorie qu'elles ont peut-être aussi joué un rôle majeur dans les mouvements des débuts de notre évolution. Une théorie révolutionnaire, certes, mais qui se défend, étant donné le peu d'informations dont nous disposons. Rendez-vous compte, tous les fossiles asiatiques dont on dispose pour le premier million d'années de notre existence pourraient tenir sur cette table. Et si on remonte à 2 millions d'années ou davantage, on n'a rien du tout.
Alors comment savoir qui vivait hors d'Afrique, il y a 2 millions d'années? Non content d'avoir bouleversé notre conception d'une évolution liée à la taille du cerveau, voilà que l'homme de Flores nous oblige à nous ouvrir à une possibilité stupéfiante concernant l'origine de notre espèce. Sa découverte soulève toutes sortes de questions sur le lieu de naissance de l'espèce humaine et pourrait renforcer l'idée que l'homme est né ailleurs qu'en Afrique, à l'encontre de tout ce qu'on a pu dire. Le Hobbit nous dit-il que le véritable berceau de l'humanité est l'Asie. Une théorie aussi nouvelle exige davantage de preuves. Des preuves, on vient peut-être justement d'en découvrir ici, en Géorgie, au pied du Caucase, en bordure occidentale de l'Asie. Sur les terres d'un monastère médiéval, un archéologue a fait une trouvaille presque aussi surprenante que celle de Flores. Domanici livre des éléments qui, comme Homo floresiensis, viennent bouleverser nos idées reçues sur l'évolution humaine. Lors d'une campagne de fouilles sous le monastère, David Lord Kipanidze est tombé sur une mine de fossiles extraordinaire. Cet endroit unique a énormément de choses à nous apprendre sur l'évolution. Peut-être même les chapitres que nous pensions perdus à jamais. Depuis une dizaine d'années, cet homme a mis au jour non pas un, mais 4 crânes exceptionnels. Tout comme le Hobbit, ils sont de taille réduite et suggèrent de petits cerveaux. Ce crâne est le premier que nous ayons trouvé à Domanici. Nous avons été très surpris à sa découverte. Il est très petit, avec une capacité cérébrale restreinte. Comparé à un crâne d'homme moderne, il est extrêmement primitif. Sa capacité n'est que de 600 cm3, alors que celle de l'homme moderne est de plus de 1500 cm3. Ces crânes appartiennent aux hominidés les plus anciens découverts hors d'Afrique, aux plus vieux êtres humains de toute l'Eurasie. Les crânes de Domanici sont beaucoup plus vieux que le Hobbit, au moins 1 700 000 ans. Un temps suffisant peut-être pour avoir donné au fil de l'évolution un profil très différent. Ce crâne est celui d'un hominidé qui pourrait être l'ancêtre d'Homo erectus et d'Homo floresiensis. Les découvertes de Domanici en Géorgie sont remarquables. Elles réaffirment une grande vérité paléo-anthropologique, à savoir qu'on trouve les choses les plus inattendues dans les lieux les plus inattendus. Et cette découverte inattendue remet elle aussi en cause la théorie reconnue des origines de l'humanité. La comparaison de Flores et de Domanici pourrait nous en apprendre beaucoup sur l'évolution de l'homme. Le processus d'évolution n'a pas été un développement constant, mais au contraire une histoire tortueuse, compliquée et passionnante. Et Flores et Domanici posent de nouvelles questions. Mike Morwood se rend à Paris pour tenter de répondre à quelques-unes de ces questions. The scapula and humerus are quite different from us in terms of the
En hommage à son équipe, le Musée de l'Homme a demandé à la sculptrice Elisabeth Dennes de réaliser une reconstitution du Hobbit en s'appuyant sur les dernières techniques d'anthropologie légale. Les chercheurs ont désormais des preuves convaincantes qu'Homo floresiensis n'a rien d'un pygmée malade. Ils ont des explications plausibles de la taille réduite de son cerveau. Et les découvertes faites en Géorgie confirment que l'Asie nous réserve bien des surprises. La famille humaine accueille un nouveau membre. Un être qui nous rappelle que depuis notre arrivée sur cette planète, nous l'avons presque toujours partagé avec d'autres. Ça prouve que la nature faisait des expériences, si j'ose dire, sur l'humanité. Ce qui est fascinant, c'est que la plupart de ces premières expériences ont disparu il y a 2 millions d'années. Soit elles ont évolué vers autre chose, soit elles se sont éteintes. Mais ce qu'on a là, c'est peut-être une étape très précoce de l'évolution de l'homme, qui aurait pris une voie séparée pendant 2 millions d'années. C'est une histoire incroyable. Je crois personnellement que je serais curieux et j'aurais peut-être la réaction au premier contact de lui parler comme je parlerais à un enfant. Et puis, me rendant compte que c'est un adulte et que, ma foi, son discours est tout à fait sain et cohérent, peut-être que rapidement, je le prendrai d'égal à égal. Pendant des générations, l'homme de Florès a prospéré dans son havre insulaire, puis il s'est éteint. Et sa disparition nous a laissés seuls, uniques survivants des multiples expériences de la nature. Enfin, en sommes-nous bien sûrs ? Le monde regorge d'hominidés encore inconnus. Je ne serais pas surpris d'apprendre un jour qu'on a découvert une espèce vivante à Sumatra, au Vietnam ou ailleurs. Je serais très, très content, mais pas du tout surpris. Mike Morwood, Thomas Soutikna et leurs collègues prévoient déjà un programme ambitieux de poursuite des fouilles. Ça va chambouler toute l'archéologie du sud-est asiatique et révéler des découvertes aussi spectaculaires qu'Homo floresiensis. J'en suis sûr. La grotte de Liangbua commence tout juste à livrer ses secrets. Et l'Asie compte des milliers de grottes de ce genre. De l'histoire de l'humanité, nous ne connaissons encore que des bribes.